On me dit au quotidien en consultation que apprendre à manger équilibré peut parfois paraître un petit peu effrayant, peut parfois paraître un petit peu compliqué, tellement il y a d'informations disponibles dans les différents médias et parmi lesquelles c'est très compliqué de faire le tri. J'ai décidé aujourd'hui de vous donner 5 astuces de base à mettre en place pour vous permettre de manger équilibré plus facilement. Le premier conseil de base qui va vraiment faire la différence, c'est d'essayer de limiter le plus possible les aliments industriels et de manger des choses qui sont faites maison. C'est systématiquement le premier conseil que je donne à tous mes patients, limiter le plus possible les aliments industriels, limiter le plus possible les aliments transformés et ultra transformés. Quand je parle d'aliments industriels, bien sûr, je parle d'aliments qui ne peuvent être fabriqués qu'en usine, des aliments qui ne pourraient pas être fabriqués à la ferme ou dans votre cuisine par exemple. Et quand je parle d'aliments ultra transformés, je sous-entends ici des aliments préparés, des aliments où il y a beaucoup d'ingrédients différents qui sont mélangés ensemble et des aliments au sein desquels il y a beaucoup d'étapes de préparation aussi. Il y a 3 raisons pour lesquelles je vous conseille vivement de limiter tous les aliments industriels. La première raison, c'est tout simplement que tous les aliments industriels seront systématiquement plus gras, plus sucrés et plus salés que ce même aliment que vous auriez préparé vous-même. En plus de ça, les procédés de fabrication des aliments industriels ne respectent pas vraiment les ingrédients, donc du coup on se retrouve avec des ingrédients en général qui sont très pauvres en vitamines, en fibres, en minéraux, etc. Le deuxième argument, c'est tout simplement que comme les ingrédients qui sont mis dans les aliments transformés et ultra transformés sont de mauvaise qualité, ce sont souvent des ingrédients qui ont très peu de goût. Et du coup, les industriels vont rajouter dedans de très nombreux additifs pour améliorer les propriétés sensorielles, on va dire, du produit que vous allez manger. Et finalement, vous allez consommer un aliment dans lequel vous allez retrouver des choses telles que des conservateurs, des sels de fonte, des émulsifiants, des acidifiants, etc. Et le problème, c'est que tous ces additifs chimiques, ils sont pointés du doigt dans le développement de certaines maladies, et particulièrement le développement des cancers. Et enfin, les aliments industriels, les aliments ultra transformés, sont aussi des aliments qui sont plus chers. Finalement, lorsque vous achetez un plat préparé, un aliment industriel, vous ne payez pas que les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Vous payez aussi la petite barquette en plastique, vous payez aussi l'emballage, vous payez aussi le marketing, vous payez aussi la communication qui a été faite autour du produit et vous allez aussi payer le magasin dans lequel le produit est vendu. Lorsque vous faites quelque chose vous-même en ayant acheté des ingrédients de bonne qualité, vous ne payez que les ingrédients et le temps que vous aurez passé à cuisiner la recette. Je récapitule un petit peu ce que je viens de dire en vous montrant ce schéma. Vous voyez donc la comparaison entre une blanquette de veau fleury-michon d'un côté et une blanquette de veau issue de la recette le Nutri-Scope, que je vous fournis avec le programme le Nutri-Scope. Comment est votre blanquette? Pardon? Les plats à base de viande sont-ils de bonne qualité? Vous voyez donc clairement que dans la version qui est faite maison, on a plus de protéines, moins de graisse et moins de graisse de mauvaise qualité, appelée graisse saturée. On a aussi plus de fibres qui sont essentielles pour l'équilibre du poids et pour la santé. On voit que le prix est plus de 2 fois moins cher lorsque c'est fait maison et il n'y a pas du tout d'additifs chimiques dans la recette. Vous êtes gagnant à tous les coups. Deuxième conseil que je vous donne, c'est d'écouter votre corps le plus possible. Quand je reçois un patient en consultation, je lui parle davantage de la qualité des aliments qu'il consomme plutôt que des quantités qu'il consomme. Même si je comprends bien que ça peut vous paraître rassurant d'avoir des portions précises en grammes qui vous soient conseillées pour manger équilibré, moi je vous conseille vraiment d'essayer de vous reconnecter avec votre corps, de lui faire confiance et de vous dire que si votre corps vous envoie des signaux comme quoi il a faim, c'est peut-être qu'il faudrait manger un petit peu plus. Je reprécise que le but d'une alimentation équilibrée, c'est pas de manger le moins possible, mais de manger le mieux possible et éviter les sensations de faim entre les repas. Ce sera le meilleur moyen pour vous de rester motivé sur du long terme et de ne pas craquer. J'entends parfois certains patients me dire qu'ils se lèvent à 5 h du matin, qu'ils n'ont pas du tout faim au réveil, mais qu'ils se forcent à manger quelque chose parce qu'ils ont entendu dire que le petit déjeuner, c'était le repas le plus important de la journée. Donc déjà c'est faux, le petit déjeuner c'est pas le repas le plus important de la journée. Tous les repas sont au moins aussi importants dans une alimentation équilibrée. Et en plus de ça, un patient comme celui-ci, il ferait mieux d'écouter son corps. Ne pas se forcer à manger quelque chose parce qu'il se réveille vraiment très tôt et la faim est rarement présente sur les coups de 5-6 h du matin. Et dans ce cas-là, ce qu'il est préférable de faire, c'est peut-être de se prendre une petite collation au milieu de la matinée pour tenir jusqu'à midi, plutôt que de se forcer à manger quelque chose au réveil. Par ailleurs, votre corps va parfois aussi vous envoyer des messages très puissants qui vont donner des pulsions presque un petit peu incontrôlables. On fait souvent le parallèle entre la femme enceinte qui a des envies de fraises, mais moi je rencontre très souvent des patients qui, sur les coups de 17 h, 17 h 30, quand ils rentrent du travail, ont des grosses envies sucrées très importantes qui déséquilibrent toute leur alimentation. Donc quand c'est comme ça, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas culpabiliser. Sachez qu'on peut régler ça très facilement. Moi j'ai l'habitude de changer les choses avec certains patients en quelques semaines et du coup reprendre le contrôle de ces fameuses petites pulsions. Et du coup, ce qu'il faut vous dire, c'est que quand c'est comme ça, c'est votre corps qui vous envoie un message. Ces pulsions que vous avez en fin de journée, elles sont bien là pour une raison bien précise. En l'occurrence, un manque de sérotonine. Donc écoutez votre corps, faites-lui confiance, favorisez des aliments de qualité et si vous avez encore un petit peu faim de temps en temps, mangez un tout petit peu plus, c'est pas ça qui va déséquilibrer votre alimentation. On n'est pas à une cuillère à soupe de féculents par jour ou un demi-fruit par jour pour vous permettre de limiter les sensations de faim. Avant de passer au troisième chapitre et comme on est à peu près à la moitié de la vidéo, je vous rappelle que si vous aimez le contenu que je vous propose et cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Troisième base pour bien manger équilibré, essayez de manger le plus diversifié possible.
J'ai souvent des patients qui me demandent selon vous, c'est quoi le meilleur des fruits? Ou selon vous, quel fromage est-ce que je dois manger pour perdre du poids? Ou encore, de toutes les variétés de poissons, c'est quoi la plus intéressante pour ma santé? Et en général, quand on me demande des réponses très précises comme ça sur une famille d'aliments, je réponds qu'il faut essayer de manger un petit peu de tout. Il n'y a pas de fruits meilleurs que d'autres, de laitage plus intéressant que les autres, ou encore de poissons à favoriser par rapport à toutes les autres variétés. L'idée, c'est de varier le plus possible votre alimentation, car tous les aliments ont une place dans une alimentation équilibrée. Ils vont tous avoir des défauts et des qualités, et c'est la somme de leurs nutriments qui vous permettra d'être en parfaite santé. Et sachez qu'il n'y a aucun aliment sur Terre qui est capable de satisfaire à lui seul tous vos besoins nutritionnels. Donc retenez bien qu'il est absolument essentiel de varier votre alimentation, que ce soit pour votre santé ou pour votre équilibre, mais aussi parce que c'est le meilleur moyen de vous permettre de découvrir et de faire découvrir à vos proches de nouvelles saveurs. Moi, je vous conseille même peut-être de faire de cette variété alimentaire un peu un challenge au quotidien. Et si vous vous mettiez le challenge de manger sur les 7 jours de la semaine, 7 féculents d'origine différente. Et si vous essayez chaque jour de ne jamais manger 2 fois le même fruit. Essayez de vous mettre des petits défis comme ça au quotidien. Et d'ailleurs, si vous aimez cette approche pour essayer de changer vos habitudes alimentaires, je vous rappelle qu'il y a des challenges pour changer vos habitudes pas à pas dans la boîte à outils de la formation pour apprendre à manger équilibré que je vous mets en description. Quatrième conseil, c'est tout simplement d'essayer de manger des aliments de saison, locaux et bio le plus possible. Et ici, je précise bien que c'est de saison, local et bio, dans cet ordre de priorité. Il n'y a aucun intérêt à prendre des aliments bio qui viennent de l'autre bout de la planète. Par exemple, consommer des pamplemousses bio qui viennent de Chine, ça n'a aucun sens puisque finalement ils auront parcouru la moitié du globe en avion pour arriver jusqu'à chez vous. Ce sont des aliments qui ont de nombreux intérêts. Dans un premier temps, ce sont en général des végétaux qui ont poussé dans des conditions idéales et qui donc ont beaucoup de goût, beaucoup de richesse nutritionnelle parce qu'ils auront eu le temps d'aller piocher dans le sol tous les nutriments dont ils ont besoin pour bien grandir. Ce sont donc systématiquement des fruits et des légumes dans lesquels il va y avoir plus de fibres, plus de minéraux, plus de vitamine C, plus d'antioxydants, etc. Toutes ces choses que l'on recherche et qui sont très intéressantes pour notre santé et notre équilibre alimentaire. En plus de ça, les aliments de saison, locaux et bio, ce sont aussi des choses qui par définition sont meilleures pour notre santé, tout simplement parce qu'ils contiennent moins, voire pas du tout, de pesticides, d'insecticides, de fongicides, d'herbicides, etc. Parmi eux, il y a le plus célèbre, le fameux glyphosate de Monsanto. Et aujourd'hui, il est clairement prouvé que plus la consommation de ces produits chimiques est importante, plus le risque de déclarer des pathologies telles que les cancers est élevé. Et enfin, en consommant des fruits et des légumes de saison, locaux et bio, vous allez entretenir, vous allez participer au fonctionnement de l'économie locale. Et je sais pas vous, mais moi j'ai beaucoup moins de difficultés à aller enrichir le petit producteur bio de mon village au coin de la rue, plutôt que d'aller enrichir le PDG de Carrefour ou de Fleury-Michon, qui ont des valeurs qui sont nettement plus discutables. Et enfin, manger ce type d'aliments, ça va vous coûter moins cher. Alors oui, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que manger bio, ça coûte plus cher que manger des produits issus de l'agriculture conventionnelle. C'est vrai si vous achetez du bio de supermarché. Mais si vous achetez des aliments bio dans des petites boutiques locales, sur le marché, voire directement chez le producteur, ça vous coûtera nettement moins cher que du conventionnel ou du bio de grande surface. Et pour vous prouver ça, je vous ai préparé ce petit tableau où vous voyez à chaque fois que je compare le prix du conventionnel, donc c'est-à-dire le non bio en grande surface, au milieu le prix du bio en grande surface et à droite le prix du bio local. Je précise ici que j'ai fait la moyenne à chaque fois entre 3 producteurs de l'époque où j'étais sur Bordeaux et 3 producteurs de l'époque actuelle où je suis dans le 02 à côté de Laon. Vous voyez que apparaît à chaque fois en rouge le prix le plus cher et vous voyez bien que le bio local n'est jamais le plus cher. Si vous allez acheter vos aliments le plus proche possible du producteur, vous évitez de rémunérer tous les intermédiaires qu'il peut y avoir entre le producteur et le magasin et forcément l'aliment coûtera beaucoup moins cher à la fin. 5e et dernier conseil qui peut paraître simple tellement on le répète à longueur de journée, bougez-vous le plus possible. Soyez actifs. Il est essentiel que vous intégriez l'idée que l'activité physique et le sport ne sont pas une option. C'est essentiel pour être en parfaite santé. Vous pouvez avoir une alimentation où il n'y a rien qui dépasse, où tout est parfaitement carré. Ça ne vous suffira pas, ça ne remplacera pas l'intérêt de l'activité physique pour votre santé et votre équilibre alimentaire. L'alimentation et l'activité physique sont vraiment intimement liées et moi je vous conseille vivement de faire 30 minutes d'activité physique par jour ou 1 heure d'activité physique tous les 2 jours. En plus de ça, il est important de bien comprendre qu'il n'y a pas que le sport qui compte. L'essentiel c'est que vous bougiez, l'essentiel c'est que vous soyez actif. Faire du ménage, ça compte. Bricoler dans le garage, ça compte. Construire une cabane avec les enfants dans le jardin, ça compte. Danser un twist endiablé avec Tata Janine, ça compte. Une partie de plaisir sous la couette, ça compte. Tout ça, c'est de l'activité physique. Tant que vous bougez, c'est bon. D'ailleurs, je vous mets à l'écran un graphique qui recense toutes les différentes activités physiques sur la gauche et qui les classe de l'activité physique qui brûle le moins d'énergie, le sommeil, à l'activité physique qui en brûle le plus, une compétition sportive. Vous voyez que parmi les 10 activités physiques qui brûlent le plus d'énergie, on va retrouver la marche, la danse, le fait de tondre la pelouse, se déplacer à vélo,
jouer au loup glacé ou au trampoline et se déplacer sur un skate ou sur une trottinette. Ces 6 activités physiques que je viens de vous citer ne sont pas des sports. Ça veut dire que parmi les 10 choses que vous pouvez faire qui vont brûler le plus de calories, il y en a 6 qui ne sont pas liées au sport. Encore une fois, la priorité, c'est pas de faire du sport tous les jours, c'est juste que vous soyez bien actif au quotidien. Je préciserai juste que si votre objectif c'est de perdre un petit peu de poids, je vous conseille vivement d'associer des sports type cardio, de la marche rapide, du vélo, de la course à pied, de la corde à sauter, etc., à des sports plutôt axés renforcement musculaire, de la musculation, du gainage, des circuits training ou encore de la natation. C'est le meilleur moyen de vous aider à perdre du poids efficacement, de remplacer ce gras par des fibres musculaires et du coup vous protéger d'une éventuelle reprise de kilos par la suite. Voilà, vous savez tout. Je vous rappelle que si votre objectif c'est de perdre un petit peu de poids, il y a un lien dans la description vers une formation vidéo pour vous apprendre à manger équilibré de chez vous. Sachez qu'en plus en ce moment il y a une offre de lancement qui fait qu'il y a une réduction de 50 € sur cette formation et qu'en plus il y a une grosse partie de cette formation qui peut être prise en charge par votre mutuelle. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, le lien est dans la description. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un like, un petit commentaire et à la partager autour de chez vous, mais aussi à vous abonner à cette chaîne, c'est le meilleur moyen de me soutenir et puis de ne rien rater des vidéos qui vont venir par la suite. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.